Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposition en République démocratique du Congo plus que jamais divisée, avec en toile de fond une crise de leadership. Dernier point de crispation, la désignation de Joseph Olangakwa, porté à la tête du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Le ciment ne sera plus importé au Gabon, une décision temporaire prise par le gouvernement dans un arrêté du Premier ministre. Pourquoi cette décision peut-elle permettre une relance de cette industrie qui pourrait générer plus de dividendes? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis le dernier ouvrage de Sékou Oumar Kamara, une plongée au cœur de la situation ô combien dramatique des Noirs en pleine époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais tout d'abord au Sénégal, où la polémique enfle autour du retard dans la délivrance des cartes d'électeurs, et cela à moins d'une semaine du premier tour des élections législatives. L'ex-président Abdoulaye Wade, tête de liste de l'une des coalitions de l'opposition, appelle à une marche pacifique ce mardi 25 juillet afin de protester. Et pour compléter cette information, le chef de l'État Macky Sall, qui a saisi la Cour constitutionnelle au sujet de ces cartes d'électeurs, demande des alternatives, notamment la carte d'identité nationale ou encore le passeport comme document pouvant permettre de voter le 31 juillet, des positions qui doivent donc désormais être étudiées par la Cour constitutionnelle. Joseph Olangakwa a été désigné pour prendre la tête du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, censé mettre fin à la crise politique en République démocratique du Congo. Mais la nomination de cet opposant fait polémique dans les rangs du Rassemblement, la plateforme de l'opposition congolaise. Deogracias Podo. La situation politique reste tendue en République démocratique du Congo. Nouveau point de discorde, l'installation samedi 22 juillet 2017 par les autorités du bureau du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette instance, aujourd'hui rejetée par une partie de l'opposition, est investie de la mission de sortir le pays de la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son deuxième mandat le 20 décembre 2016. Le Conseil qui devait vraiment régler la crise et puis vraiment faire la police pour la mise en œuvre de l'accord est parti sur des mauvaises bases. En réalité, si on ne fait pas attention, la crise va encore s'accentuer parce que la personne qui doit diriger cette institution pour la démocratie ne fait pas l'unanimité. Encore n'est pas l'unanimité. Il est boudé, il est récusé par beaucoup de personnes. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a été institué par l'accord signé lors du dialogue politique tenu sous la médiation des évêques catholiques. Le président d'une des branches du Rassemblement, Joseph Olangakwa, a été désigné comme président. De quoi susciter le mécontentement de l'autre branche de la coalition, celle dirigée par Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce dernier appelle d'ailleurs ses militants à 2 journées ville morte, les 8 et 9 août 2017. L'opposition a toujours été divisée parce que d'abord, le Rassemblement, l'IMT comme on l'appelle, ne fait pas partie de ce consensus. Donc, le Rassemblement qui contient l'UDPS et les autres partis du G7 qui soutiennent Moïse Katumbi ne sont pas concernés par ce consensus. Par contre, l'opposition qui est concernée par le consensus, c'est aussi divisée. Et là, on est pratiquement affaire à une situation qui ressemble un peu à un chaos. Et donc, aujourd'hui, c'est quasiment difficile de dire qu'il faut reprendre les négociations sans être sûr que celles-ci vont encore déboucher sur une solution durable. L'accord du 31 décembre 2016 était pourtant considéré comme l'ultime chance pour les acteurs politiques congolais de régler la crise qui secoue le pays depuis 2011. Aujourd'hui davantage divisée, l'opposition fait craindre un enlisement de la situation. Une seule certitude, tous exigent la publication du calendrier électoral en tenant compte du fait que les élections doivent impérativement se tenir en 2017. L'importation de ciment interdite au Gabon. La mesure devrait s'étaler sur 2 ans, une décision protectionniste que les autorités justifient par une industrie locale de la cimenterie menacée par les importations massives. Idlet Merabel-Bissou. Pour réguler la commercialisation du ciment local, les autorités gabonaises optent pour l'interdiction de l'importation de ce matériau de construction.
Cette mesure qui sera appliquée pendant 2 ans va permettre au Gabon de superviser son marché national, de valoriser la filière et de protéger les investissements locaux. L'arrêt de l'importation du ciment au Gabon pourrait permettre de booster la filière locale, mais aussi de créer davantage d'emplois et bien sûr de limiter les importations et donc améliorer notre solde commercial. Cette mesure d'interdiction temporaire de l'importation du ciment annoncée par les autorités va aussi permettre de relancer le tissu industriel de la cimenterie. Un projet qui entre dans le cadre de la politique d'industrialisation du Gabon. Les perspectives présentées pour la période 2016-2020 sont nombreuses. En vue, l'émergence des PME dans la production des matériaux de construction avec la création de plus de 5000 emplois. La filière ciment au Gabon est une filière qui est jeune, naissante. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ce secteur et je crois que c'est ce qui pousse les autorités pour développer cette filière, d'arrêter les importations de sorte que les entreprises de cette filière puissent prospérer. La filière bâtiment et travaux publics en 2009 représentait 3% du produit intérieur brut et pesait 8% en termes d'octroi d'emploi. Avec la multiplication des grands chantiers, la contribution du bâtiment à l'économie nationale a été multipliée par 2,5 fois. Elle est ainsi passée d'une valeur ajoutée de 185 milliards de francs CFA à près de 500 milliards de francs CFA en 2015. La filière est devenue plus compétitive. La production de ciment stimulée par les nombreux chantiers a été multipliée par 3 au Gabon. Le Nigeria, d'accord pour plafonner son offre de pétrole à 1,8 million de barils par jour jusqu'à la fin mars 2018. Le Nigeria, pourtant premier producteur africain de pétrole, avait été exempté de toute limitation par l'accord OPEP-non-OPEP conclu en 2016. Le pays devra ainsi participer à l'effort de réduction de la production des pays exportateurs. L'annonce de cette limitation a été faite par Mohamed Barkindo, le secrétaire général de l'OPEP, ce lundi 24 juillet dans une réunion de l'organisation à Saint-Pétersbourg en Russie. On en vient à présent à cet essai juridique qui fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie l'an dernier. Système d'apartheid des politiques de travail en Afrique du Sud. C'est son titre. Sékou Oumar Kamara, son auteur, nous plonge au cœur du vécu des Noirs d'Afrique du Sud, des métis isolés dans un système qui refusait de reconnaître leurs droits fondamentaux. L'auteur met en lumière les fondements juridiques qui ont régenté cet univers. Emmanuel Milimono. En 215 pages, c'est une véritable autopsie de la législation du travail au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. L'auteur passe au peigne fin les lois qui ont créé la différence entre les travailleurs sud-africains, selon qu'ils soient noirs ou blancs. Il vise à travers ces pages à transmettre à la nouvelle génération le contexte et l'une des raisons de la lutte anti-apartheid. J'ai essayé de mettre dans le livre, de faire ressortir presque tous les arguments juridiques que le blanc avait pour maintenir le noir dans l'obscurité. Et les lois essentielles du travail, n'est-ce pas, étaient en faveur de l'homme blanc. Expert du monde du travail, Sékou Oumar Kamara a surtout été inspiré par les rapports tendus qui existaient entre les gouvernements occidentaux et ceux d'Afrique post-coloniale. Système d'apartheid et politique du travail en Afrique du Sud a été préfacé par l'éminent historien guinéen Djibril Tamsir Niane. Il ne faut pas taire cette histoire, cette partie de l'histoire de notre continent. Il faut la faire connaître, que même ceux qui ont vécu l'apartheid, ils sachent à peu près dans quel système ils ont vécu. Cet ouvrage réunit à la fois l'histoire, la géographie, la politique, l'économie et le droit comparé, voire même la jurisprudence liée au monde du travail en Afrique du Sud. C'est surtout une étude comparée des règles qui ont régi l'accès à l'emploi en Afrique du Sud et celles au niveau international régies par le BIT, le Bureau international du travail. Il est paru en février 2016 aux éditions L'Harmattan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.